En 1861, un petit groupe d'écrivains et journalistes canadiens fonde les Soirées canadiennes, une revue qui se propose d'accueillir des écrits nouveaux. Leur devise était la suivante: hâtons-nous de raconter les délicieuses histoires du peuple avant qu'il les ait oubliées. Et s'il y a bien un auteur canadien qui s'est montré digne de cette devise, c'est Honoré Beaugrand. C'est à la fois quelqu'un qui a beaucoup voyagé, en France, au Mexique, en Nouvelle-Angleterre, à l'époque où ça s'appelait encore comme ça, et en même temps, c'était un Canadien pure souche. Il a été maire de Montréal en 1885 et il a fondé 3 journaux dans sa vie, qui s'appelaient respectivement L'Écho du Canada, La République et La Patrie. Ça s'invente pas. Côté littérature, une bonne partie de son œuvre s'est appliquée à préserver les contes et légendes de son Québec natal, notamment dans le recueil de nouvelles qu'on va vous résumer aujourd'hui. Attends, tu me niaises-tu? T'es-tu en train de faire une vidéo sur le Québec? Il paraît. Oh, nice! T'as-tu besoin d'un petit verre pour t'aider, mon chum? Je dis pas non. Je resterai dans le coin pour aider les Français à comprendre les... québécismes les plus coriaces. Fais pas attention à moi. Mais sois un peu indulgent. Petit guido. C'est parti? Mais attends une minute. Comment t'as fait pour venir jusqu'ici depuis le Canada? T'as pris l'avion? C'est un secret. Le 1er janvier de l'an 1823 ou 1824, Joe dort à point fermé. Joe, c'est notre protagoniste. Un bûcheron qui a peut-être bu un coup de trop et qui savoure sa nuit d'autant plus qu'il sait qu'il devra se lever à 6h du matin pour reprendre la job. Je voudrais pas être à sa place. Sauf qu'il est réveillé à peine un quart d'heure après minuit par son collègue Baptiste, qui veut tout bonnement l'inviter pour un petit voyage vers le patelin appelé la Valtrie pour qu'ils aillent voir leur blonde. Ce serait alléchant, techniquement. Sauf pour le fait que, comme Joe le fait remarquer, la Valtrie c'est à plus de 100 lieues du chantier et qu'avec toute la neige, il est de toute façon impossible de voyager. Mais c'est pas grave, parce que Baptiste a un plan. Avec 6 autres gars, ils vont courir la chasse-galerie. Mais c'est quoi la chasse-galerie au final? C'est des chasseurs qui tirent avec leurs fusils sur des œuvres d'art exposées dans des lieux publics? Alors, absolument pas. Mais très bonne question. Pour tous les Français qui nous regardent, et les Québécois qui auraient dormi en cours de français, je vous fais un petit tuto pour courir la chasse-galerie tranquillement depuis chez vous. Il vous faudra un canot d'écorce, des avirons, et aussi, prêter allégeance au diable. Ah! C'est embêtant. Y a pas moyen de faire autrement? Et non, c'est la magie du diable qui permet de faire léviter le canot. Mais après ça, tu peux aller où tu veux. Joe n'est pas spécialement chaud. Enfin, si, il est très chaud. Mais il se laisse entraîner malgré lui. Fait que, pour notre première étape, les 8 hommes se posent dans la barque et prononcent un serment. Pendant les 6 prochaines heures, ils n'ont plus le droit ni de prononcer le nom de Dieu, ni de toucher une croix. Ça vous semble facile, hein? On y reviendra. Maintenant, pour notre étape 2, quelques mots magiques. Acabri, acabra, acabram. Fais-nous voyager par-dessus les montagnes. Et la barque s'élève alors dans les airs. Gouvernés par Baptiste, les bûcherons fendent l'air en évitant soigneusement tous les clochers, survolent Montréal, puis se posent tranquillement une fois arrivés à destination. Baptiste insiste lourdement, avant d'entrer, sur un point d'importance capitale. Aucun des hommes n'a le droit de boire une seule goutte d'alcool. À l'intérieur, c'est la fête. On joue un rigodon du Nouvel An, on rit, on danse et on cruise. Joe est tellement occupé avec sa blonde, à danser, sortez vos esprits des gouttières, qu'il ne s'aperçoit pas que Baptiste s'abreuve, ou plutôt boit, comme un trou, sans fond. Ça pose problème au moment du retour, quand tout le monde s'aperçoit que le chef de l'expédition est sourd-raide. C'est soudainement le conducteur désigné qui est le seul à avoir bu. Certes, il n'y a pas des masses de trafic dans le ciel, mais vous avez déjà essayé de conduire un canot volant avec des tonnes d'alcool dans les veines? C'est ce que je me disais. De fait, il n'arrive plus à filer tout droit, et l'embarcation ne cesse de faire des zigzags. Arrivé sur la montagne de Montréal, Baptiste fait une embardée et le canot s'enfonce dans une couche de neige molle. Alors que les autres essaient tant bien que mal de reprendre leurs esprits, Baptiste perd la tête. Il insiste pour descendre en ville pour boire un verre de plus. Les autres sont obligés de l'attacher et de le bâillonner avant de le jeter au fond du canot comme une vulgaire saucisse. Et pourquoi bâillonner? Vous vous souvenez que je vous ai dit plus tôt que je reviendrais sur l'alcool? Eh bien, nos sacres, ils sont pas seulement colorés, ils sont tirés de l'église. Pendant que vous diriez « sa mère la pute ». Maudite censure. Qu'est-ce que ça va être à expliquer? Alors que vous diriez « sa matriarche l'a dévergondé », nous dirions « un pain consacré d'armoire bénite ». Ou bien, au lieu de nous écrier « établissement de fornication de défécation », nous clamerions « coupole destinée au sang divin d'armoire bénite ». Oui, cette armoire bénite, on l'apprécie très particulièrement. Mais en plus de ceci, on pourrait tout bêtement lâcher un « Sainte Marie, Mère de Dieu », qui, si on se rappelle les instructions plus haut, serait déconseillé.
Donc oui, pour éviter de finir brûlé en enfer, il bâillonne Baptiste et s'élève à nouveau dans les airs, avec cette fois Joe aux commandes. Ils sont presque arrivés au chantier de Gatineau quand Baptiste parvient à se libérer de ses liens et du bâillon. Il se met à sacrer comme un possédé en donnant des coups d'aviron dans tous les sens. Joe n'arrive plus à contrôler l'embarcation et fonce tout droit dans un arbre. Satan a fini par gagner. Il se réveille quelques heures plus tard dans son lit où des bûcherons l'ont transporté, couvert de blessures. Il se promet à lui-même que du restant de ses jours, il n'ira plus jamais courir la chasse-galerie. Et c'est là-dessus que se termine le récit de la chasse-galerie, selon la version d'Honoré Beaugrand du moins. Est-ce que le diable s'est emparé de l'âme de Joe et des autres bûcherons? Est-ce qu'il croupit son enfer au moment où je vous parle? C'est possible. Joe nous informe qu'il a entendu Baptiste sacrer comme un possédé, mais on ne sait pas de quel genre de sacre il s'agit. Est-ce qu'il a prononcé le nom de Dieu? Et si oui, est-ce que ça suffit à condamner tous ses compagnons à la souffrance éternelle? Impossible à dire. La fin est laissée ouverte à l'interprétation. C'est une partie de ce qui rend cette histoire si marquante. Après avoir fini la lecture, on est comme suspendu dans une hésitation qu'on ne peut jamais totalement résoudre. Pas mal pour un récit qui tient sur une quinzaine de pages. 15 pages? Non mais frérot, à ce stade, c'est plus un livre, c'est un prospectus. Il doit y avoir plus de mots dans le mode d'emploi de mon aspirateur. Oui, Honoré Beaugrand a dû se rendre compte que ça faisait un peu court, parce que le bouquin s'arrête pas là. Il a rempli un peu l'espace en écrivant d'autres nouvelles sur diverses légendes canadiennes. Pour de vrai? Et si je te fais les yeux de Bambi, tu nous en racontes une de plus? Ok, mais une seule. Parce qu'après, il faut que je retourne au Québec, moi. Cette histoire-là nous est racontée par un certain Pierre-Riche Brindamour, un genre d'illuminé qui croit dur comme fer en l'existence des loups-garous, mais qui s'adresse à un auditoire franchement sceptique. Il remonte à l'époque de son adolescence quand il travaillait avec son père sur un petit navire marchand. Il faut se figurer une nuit obscure et brumeuse, un petit vent bien froid, et un capitaine qui navigue prudemment pour éviter de s'échouer contre les bords du chenal. C'est alors que l'embarcation longe une île appelée l'île de Grâce, sur laquelle un cercle de loups-garous ont allumé un grand feu. Ils ont des têtes et des queues de loup, des yeux rouges comme la braise, et semblent très occupés à découper un monsieur pour en faire un barbecue. Ça ressemble à ça, les apéritifs dînatoires au Québec? À ma connaissance, non, mais peut-être qu'il y en a qui aiment ça. J'ai pas été partout, tu sais. Le père du tout jeune Pierre-Riche a un plan. Et c'est l'heure du second tutoriel de cette vidéo. Oui, 2 pour le prix d'un. Que faire si vous êtes en présence d'un loup-garou? Il vous faudra un fusil, 2 balles, un rameau béni, un trèfle à 4 feuilles et de l'eau bénite. Puis vous devrez pulvériser le rameau et le trèfle afin de bourrer votre flingue, saucer les balles dans l'eau bénite et feu à volonté, hein. Sauf que le tout jeune Pierre-Riche a beau fouiller dans les affaires de son père, il ne trouve pas le trèfle à 4 feuilles. Et dans sa précipitation, il renverse toute l'eau bénite par terre. Les balles n'ont absolument aucun effet sur les loups-garous, et le père se retrouve bien con. Pour son deuxième essai, il décide carrément de charger le fusil avec son chapelet. Et comme ça, il arrive au moins à éteindre le feu. Et oui, les fameux pouvoirs d'étouffement de feu des chapelets. Et il fait aussi fuir les loups-garous par la même occasion. Il voulait pas aussi monter sur l'île pour les tabasser avec des crucifix, leur crever l'œil avec des statuettes de la Vierge Marie, les étrangler avec un rosaire? Bah non, voyons, petit niaiseux. Les assommer avec un bréviaire, c'est beaucoup plus efficace. Par contre ici, il faut comprendre que les loups-garous sont spécifiquement des damnés. Des gens transformés par leur manque de foi ou leur sacrilège. C'est pour ça que dans les légendes, les armes sont faites à partir des objets de culte. Pierre-Riche a fini de raconter son histoire, mais il n'a pas vraiment réussi à convaincre son auditoire de l'existence des loups-garous. Alors il se lance dans un deuxième récit, une histoire qui serait arrivée à son père quand il était coureur des bois. Le jeune coureur en question s'est amouraché d'une amérindienne de la tribu des Abénakis, une très jolie jeune fille qu'on accuse d'être une sorcière. Le courant passe bien entre les deux, si bien qu'un soir elle lui donne rendez-vous un dimanche à minuit, dans un petit espace boisé à l'écart du camp. Oh, c'est romantique! Ils vont regarder les étoiles ensemble! Oh, c'est optimiste comme interprétation. Le jeune homme attend tranquillement la venue de son amoureuse quand il aperçoit un loup gigantesque avec des yeux qui brillent dans la nuit. Il essaie de lui coller une balle entre les deux yeux, mais rate son coup. La bête se jette alors sur lui, cherchant à l'immobiliser. L'homme se défend comme il peut avec son couteau et finit par trancher une patte de l'animal, qui s'enfuit en hurlant. Il range la patte dans son sac avant de retourner au camp pour demander des nouvelles de sa blonde. Mais on l'informe qu'elle et son père ont disparu au milieu de la nuit et que personne ne sait où ils sont allés. Quand il ouvre son sac, il s'aperçoit que la patte de loup a disparu, remplacée par une main humaine encore pleine de sang. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Mais pas mal mon histoire, hein? Carrément. Dis, tu nous en racontes une autre? Oh, s'il te plaît, une dernière, et après, promis, je te laisse tranquille. Et si je te fais un petit gâteau pour te récompenser? Au fromage? Vendu. Faut toujours qu'on abuse de ma gentillesse.
Le troisième de notre liste de narrateurs s'appelle Fanfan Lazette, et s'il y avait un concours du nom le plus rigolo chez les protagonistes inventés par Honoré Beaugrand, ce serait sans doute le grand vainqueur, loin devant Pierre-Riche Brin d'Amour et Joe... juste Joe, en fait. Fanfan est aussi un grand buveur qui se soucie pas trop de ses obligations religieuses. Mais vous l'aurez compris, dans ce livre, quand on manque à ses devoirs envers Dieu, ça se finit jamais bien, et Fanfan fera pas exception. Les choses commencent à marcher plutôt bien pour lui. Il part faire un petit voyage pour échanger quelques marchandises, passe sa soirée à boire des coups avec des amis, puis rentre tranquillement chez lui avec sa charrette dans la nuit du samedi au dimanche. Il est avec un bon chum à lui, Sem Champagne, deuxième prix, qui dort la tête appuyée contre une meule de foin à l'arrière. Sauf que deux choses viennent perturber cette agréable promenade nocturne. Premièrement, une tempête s'abat sur la tête de nos deux lurons, assez violente pour réveiller Sem. Deuxièmement, il remarque qu'ils sont poursuivis par une énorme bête. Elle a les yeux qui brillent comme des tisons et une queue rouge vif qui semble mesurer presque 6 pieds. Fanfan n'hésite pas à fouetter sa pouliche pour la faire courir plus vite, et c'est une course-poursuite qui s'engage. Mais brusquement, le noir de la nuit est fendu en deux par un éclair. L'animal panique, fait une embardée, la charrette se renverse. Fanfan se retrouve au sol, avec la bête à grand queue juste au-dessus de lui. Est-ce que tu veux nous faire un tuto pour se défendre face à un bestiau de ce genre? Pas besoin, hein. Il suffit d'y couper la queue. Oh, ça va, c'est facile en fait. Tu crois? Parce que même en sachant ça, le Fanfan Lazette est pas tiré d'affaire. Il a beau s'accrocher à la queue comme un désespéré, l'animal rue en tous sens, cherchant à lui faire lâcher prise. Après 15 minutes de rodéo improvisé, elle perd patience et se jette dans la rivière. Ce n'est qu'à ce moment-là que Fanfan parvient à mettre la main sur son couteau de poche et trancher la queue, ce qui lui évite de se noyer. Il peut donc rentrer chez lui sain et sauf, avec un trophée en prime. Mais ce à quoi personne ne s'attend arrive quelques jours plus tard, quand Fanfan se fait attaquer en justice. J'accuse Fanfan Lazette d'avoir coupé la queue de mon taureau rouge dans la nuit du 3 octobre dernier, qui en est mort depuis. J'exige 100 francs en réparation. C'est n'importe quoi! J'ai tué le taureau de personne! J'ai simplement tué la bête à grande queue dans des conditions fort dangereuses pour ma vie corporelle et le salut de mon âme. Objection! Ah bon? Et comment t'expliques que mon taureau est mort noyé exactement la nuit où ton histoire s'est passée et qu'on l'a retrouvé échoué sur la rive, sans sa queue? Et c'était la queue d'un monstre, je te dis! Rouge comme seule une créature démoniaque peut avoir! C'est simplement que mon taureau s'était frotté les fesses contre une barrière qu'on venait de repeindre en vermillon! Moi je l'ai vu la bête! C'est un vrai monstre! Fanfan a pas menti! Finalement, les juges renoncent à prononcer un verdict. Ils condamnent simplement Fanfan à mieux respecter ses devoirs de chrétien et François-Xavier à mieux enfermer ses bêtes la nuit. Ils vont aussi mettre la queue en loterie et s'approprier l'argent ainsi récolté, prouvant que la vraie horreur, c'était le système judiciaire canadien depuis le début. Alors, c'est à ton goût? Du vin. C'est fort pour ce loup-garou, man. Un loup-garou intolérant au lactose, peut-être. Tu nous ferais une petite conclusion sur tout ce qu'on vient d'apprendre avant qu'on se quitte? Je veux bien essayer, mais c'est toi qui fais des études en lettres. T'es sûr que je vais bien m'en sortir? T'inquiète, je te soufflerai les réponses au besoin. Ok. Les trois contes qu'on vient de résumer s'inscrivent dans le genre de la nouvelle fantastique, très en vogue au 19e. Les nouvelles fantastiques racontent des événements étranges, magiques ou horrifiques, mais en préservant toujours une ambiguïté pour qu'on sache pas si ces choses se sont réellement produites ou s'ils sont le fruit de l'imagination de ceux qui les ont vécues. L'exemple que vont citer tous les profs de français, c'est le Horla de Maupassant, l'histoire d'un homme qui ne cesse de voir son quotidien bousculé par des événements impossibles, comme des objets qui s'envolent sous ses yeux, mais on ne sait jamais s'il est hanté par un fantôme ou s'il est simplement en train de devenir fou. Chez Honoré Beaugrand, les narrateurs sont jamais fiables. Il y a toujours des raisons de traiter leurs témoignages avec suspicion. Joe nous raconte une histoire qui fait suite à une nuit d'ivresse. Est-ce que c'est pas tout simplement l'alcool qui lui a brouillé le cerveau? Des deux histoires que raconte Pierre-Riche, l'une remonte à son enfance et l'autre est empruntée à la mémoire d'un membre de sa famille décédé. Dans le cas de Fanfan, c'est encore pire. On a une raison plausible de croire qu'il n'a jamais vu de bête à grand queue et seulement un taureau un peu caractériel. D'ailleurs, vous avez remarqué que dans les trois nouvelles, l'action se passe toujours la nuit? Quand on écrit de la fiction, on est libre de donner vie à l'irréaliste. On peut décider que dans l'univers du récit, les barques volent au-dessus des montagnes, les loups-garous attaquent les coureurs des bois, ou bien on peut aller encore plus loin dans l'absurde et raconter un combat entre des girafes en forme de fraises et une armée de fourmis en sucre.
Pourquoi pas? Si l'écrivain décide que cela est réel, alors personne ne peut le contredire. Mais des histoires comme la chasse-galerie mettent en place un dispositif narratif qui invite à remettre en question la véracité du récit lui-même. Le réel est alors perpétuellement insaisissable. Quoi de mieux pour un écrivain qui veut redonner un souffle de vie aux vieilles légendes? Nous inviter à en questionner la crédibilité, c'est leur donner une place. La légende prend vie dans les replis de la mémoire, les ombres de la nuit, les méandres du passé. C'est vraiment bien foutu maintenant que j'y pense. N'est-ce pas? Bon, mais il faut vraiment que j'y aille, là. Je voudrais pas qu'on s'inquiète pour moi à la maison. Attends, j'ai compris quelque chose. Ton secret. Mais oui, c'est évident. Tu es venu jusqu'ici en chasse-galerie. Je le vois bien. Tu as même garé ton canot sur mon balcon. Ah oui, je l'avoue. Satan m'a filé un petit coup de pouce, mais sans ça, je serais jamais arrivé à l'heure. Puis maintenant, il faut que je reparte. Mais tout à l'heure, tu as dit Sainte Marie, Mère de Dieu, je t'ai entendu. Est-ce que ça veut dire que le diable va se venger? Mais non! Dis pas que tu crois à ces vieilles histoires-là. Bon, allez, je file. À bientôt. Acabri, Acabra, Acabra, c'est l'heure de quitter le corps. Oh, tout va bien? Hostie tabarnak, je suis tout pété! Je crois que tu voulais dire pas un consacré d'armoire bénite. Oh, c'est pas drôle!